Ma mère, c'est une héroïne. Ma mère, elle se bat tous les jours dans sa chair contre la maladie. Et c'est dur. C'est dur pour elle. Même le matin, quand on s'appelle et qu'elle me dit ça va, moi, ça me fait un plaisir de fou. Parce que je sais que c'est un effort pour elle. Donc, elle a le ça va plus facile. Et quand même, avec tout ce qui se passe autour d'elle, ouais, ça va mieux. Comment ça va, Théo? Ça va bien. Tu me disais que c'était un peu le rush en ce moment? Ouais, c'est un peu intense. Mais de toute façon, c'est globalement toujours intense à peu près tous les jours. Des trucs différents, mais ouais, un peu intense. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle d'un chiffre que j'ai découvert en regardant tes contenus, le chiffre de 11 millions. Il y a 11 millions d'aidants en France. Ouais, c'est un chiffre qui est assez gigantesque, on se rend pas compte. Hein. C'est une personne sur 5 en France qui est aidant ou aidante. Alors les chiffres varient entre 9 et 11 millions, mais voilà, c'est 1 sur 5. Donc c'est gigantesque, on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui l'est. Alors parfois on le sait, et souvent on le sait pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un sujet qui est encore assez peu visibilisé, assez peu visible sur les réseaux. On en parle de plus en plus dans les médias, mais ça reste quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, malgré le nombre très important d'aidants en France. Donc toi, tu es aidant, tu aides ta maman. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où tu as appris la maladie de ta maman et ce qui a fait que tu es aidant aujourd'hui? Ça a commencé il y a 3 ans, avec des symptômes qu'on n'arrivait pas trop à identifier. On ne savait pas ce qu'elle avait. Elle se plaignait de raideur, de lenteur, de rigidité, de tremblements internes, des choses que personne ne voyait. Donc il y a eu toute cette période où, avec mon frère, on ne comprenait pas trop ce qu'elle avait. Et moi, franchement, si je suis honnête, j'étais assez dur avec elle parce que j'étais persuadé que c'était psychologique et qu'elle somatisait. Donc il y a eu toute cette étape qui a été assez longue. Et puis en 2023, on lui a diagnostiqué Parkinson. Donc déjà, ça a mis un mot sur des mots, hein, sur des douleurs. Et moi, j'étais persuadé que c'était ça et qu'il fallait maintenant prendre les traitements et puis essayer de passer à une nouvelle étape. Mais elle, maman, était sûre qu'il y avait autre chose. Elle était sûre que c'était une maladie plus grave, plus rare. Et on allait solliciter un deuxième avis chez un autre neurologue en 2024. Et donc en juillet 2024, on lui a diagnostiqué une maladie rare qui s'appelle l'AMS, l'atrophie multisystématisée, qui est un syndrome parkinsonien atypique. Donc c'est des symptômes qui sont très similaires à Parkinson. Rigidité, lenteur, tremblement, mais pour laquelle il n'y a pas de traitement. En fait, les seuls traitements, ils peuvent parfois adoucir quelques symptômes, mais on ne peut ni stopper, ni ralentir la maladie. Et c'est une maladie qui progresse assez vite, qu'on connaît très peu, qui, dans l'idée, si je simplifie, est un peu un mix entre Parkinson et la maladie de Charcot, puisque progressivement, on se paralyse, on perd l'usage de ses jambes, de ses membres, de la parole aussi. Donc voilà, c'est une maladie assez compliquée et qu'on craignait forcément. Donc le jour du diagnostic, c'était pas tant une surprise que ça. On avait déjà fait le processus. En fait, on avait déjà eu le choc de voir que le neurologue pensait que c'était potentiellement ça. Et on avait déjà, moi en tout cas, j'avais déjà commencé à travailler sur ce processus de deuil blanc, d'acceptation. Et en fait, le jour du diagnostic, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais on s'y attendait. Et ça a été une forme de soulagement, si je peux dire ça, parce qu'on savait ce qu'elle avait et c'est une nouvelle vie qui démarrait. Donc moi, je me souviens bien de ce jour-là. On était à l'hôpital. Je travaillais encore, j'étais en télétravail à ce moment-là. Et on était assis sur le lit d'hôpital. J'étais très très sollicité par mon travail, je recevais beaucoup de mails. Et là, on a le neurologue en face de nous qui nous annonce ça. Le ciel était noir, il y avait des orages un peu partout, donc c'était un peu de drama, quoi. Et Tu te rappelles du jour exact? c'était le 9 juillet, bon, c'était tout début juillet 2024. Le ciel était noir, il y avait des orages, c'était un peu dramatique, quoi. Et il nous annonce ce diagnostic, on pleure beaucoup. Et en même temps, après, il nous dit bon, je vous promets, je vous le dis, il y aura des belles années. Il y aura quand même quelques belles années. Et moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, ok, on va le faire. À ce moment-là, je reçois tous ces messages, tous ces mails sur mon téléphone. Tout paraît plus urgent, tous les mails sont plus urgents les uns que les autres au travail. Et je me dis, mais non, là, l'urgence, c'est pas le travail. L'urgence, c'est de vivre avec ma mère, de vivre des trucs positifs, de profiter de ces années qu'on a ensemble, de profiter d'elle aussi, hein, au maximum. Et donc là, il y a un petit truc qui s'est opéré dans ma tête et je me suis dit, je pense qu'il faut que quelque chose change dans ma vie et clairement, ce sera pas la maladie qu'on va retirer, elle est là. Donc il faut que je prenne du temps pour elle. À ce moment-là, j'étais déjà aidant, parce que je m'occupais de beaucoup de choses pour elle, beaucoup de rendez-vous médicaux déjà.
de l'accompagnement sur les tâches de la vie quotidienne. Elle avait de plus en plus de mal à marcher, à se baisser, donc un peu de ménage, organiser une auxiliaire de vie à la maison, faire des courses. Mais là, c'est le moment où tout switch complètement, puisque la maladie a déjà bien avancé et je prends cette décision un peu imposée par la maladie de me dire je vais être à ses côtés et on va faire des trucs cool. Tu parlais du terme de deuil blanc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Quand une personne tombe malade, quand une personne de son entourage tombe malade, d'une maladie grave et assez foudroyante comme la MS, c'est un peu comme un deuil parce qu'on perd une partie de la personne qu'on connaissait avant. Moi, ma maman, elle était super dynamique, avec un cercle social hyper large, elle faisait du sport, elle faisait plein d'activités. C'est vraiment une boule d'énergie solaire, souriante. Forcément, avec une maladie comme ça a un peu changé. Donc on a dû, avec mon frère, accepter qu'on avait une nouvelle maman, une nouvelle relation avec notre maman en tout cas. Et c'est un peu comme les étapes du deuil. Très souvent, il y a un grand choc quand on apprend une maladie. Bon, moi, ça s'est fait en plusieurs étapes, donc ce choc, il a été un peu étalé dans le temps. Mais il y a ce premier choc, et généralement, ça génère beaucoup de colère, comme dans un deuil. On connaît ces étapes-là. Moi, je l'ai été, hein, j'étais super en colère pendant des mois et des mois, quand on savait pas encore ce qu'elle avait, quand on pensait qu'elle avait encore que Parkinson. Je m'énervais beaucoup. Quand j'étais au téléphone avec elle, quand elle me disait pas ça va, quand elle décroche au téléphone, je pétais un câble. Franchement, je pétais un câble. Je m'en veux un peu aujourd'hui parce que je me dis que ça l'a pas aidé à aller mieux. Mais bon, on fait tous comme on peut avec les ressources qu'on a. En tout cas, je suis passé très fortement dans cette phase de colère. Pourquoi tu pétais un câble? Parce que j'avais besoin qu'elle me dise que ça va aller. Et moi, j'étais dans une forme de... J'ai toujours été comme ça et je suis toujours comme ça aujourd'hui. Je suis très optimiste et je me dis que même dans des trucs dramatiques, il faut quand même qu'on arrive à trouver des petits rayons de soleil. Donc j'avais besoin d'entendre, je pense, un ça va de sa part, qu'elle me dise ça va aller, quoi. Et elle n'y arrivait pas. Donc j'étais en colère. Et en fait, ma colère, elle se reportait sur elle, alors qu'en réalité, j'étais en colère contre la vie. J'étais en colère que ça tombe sur ma mère. On n'a pas une histoire de vie, de famille simple. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. On a vécu des trucs assez difficiles dans la famille. Pour moi, ma maman, elle allait vivre jusqu'à 100 ans, quoi. C'est une warrior. Donc c'est vrai que j'étais en colère que ça nous arrive à nous. Et puis petit à petit, je suis passé par les autres étapes, c'est-à-dire le processus d'acceptation. Et ça, je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec mon psy, et ça m'a beaucoup aidé aussi à passer à autre chose et à passer dans cette nouvelle phase. Donc le choc, la colère, l'acceptation, la résignation, ça va avec. Et puis ensuite, après, ce qui nous attend à la fin du deuil, parce que le deuil, c'est pas juste le fait d'enterrer ou de mettre de côté une situation terminée, mais c'est une renaissance. Et donc, quand on passe toutes ces étapes, on accepte que la maladie est là et on vit différemment. Et moi, c'est complètement ce qui s'est passé après le diagnostic. Quand j'ai quitté mon boulot et qu'on a commencé à faire d'autres choses, j'ai vu en fait tous les moments heureux qu'on pouvait passer ensemble. On en a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est important d'être capable d'identifier, je pense pour tous les aidants, ce processus-là. Moi, ça m'a vraiment aidé. Je sais que ça aide d'autres personnes quand j'en parle, de comprendre que là, ce qu'on vit, c'est pas anodin. C'est normal d'être en choc, c'est normal d'être en colère. C'est normal parfois d'avoir des... C'est pas forcément de l'acceptation, c'est de la résignation. On se dit, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. À la fin, c'est possible de vivre des trucs un peu plus sympas. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette réflexion que tu as eue pour te dire faut que je quitte mon travail et comment tu t'es organisé pour passer d'une vie à une autre? Ça s'est un peu imposé à moi. J'ai décidé ce que je fais aujourd'hui pour ma maman, je le décide. C'est moi qui choisis de lui accorder tout ce temps, toute cette attention. Mais ça s'est quand même un peu imposé à moi parce que pour moi, c'était pas jouable. L'équilibre était pas possible entre mon travail qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de charges. Tu faisais quoi dans la vie? J'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing de la cosmétique, responsable marketing. Donc c'est des boulots dans lesquels on a beaucoup de boulot. On compte pas trop ses heures. C'est passionnant, j'ai fait plein de trucs géniaux, bossé sur des parfums, sur du maquillage, sur des pubs, pour des très grandes marques. Donc c'était super intéressant, mais c'est juste que c'est très prenant. Et à un moment donné, quand tu as ce boulot qui est très prenant et une situation d'aidance comme moi avec ma maman qui te prend de plus en plus de temps, tu finis par faire 2 journées en une.
Et moi, c'était mon cas. Tu vois, je sortais du travail entre 19h et 23h selon les jours, parfois même un peu plus. Et après, j'allais chez ma maman pour passer du temps avec elle, m'occuper d'une tâche qu'elle n'a pas pu faire. Ou même pendant les journées de travail, en fait, tu passes tes matinées au téléphone avec les administrations, avec les services médicaux qui sont ouverts que entre 10h et midi. Donc tout ça, ça commençait à prendre beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Et le moment où vraiment j'ai pris cette décision, où il y a eu la bascule, il y a eu d'abord le diagnostic. Et ensuite, je suis parti en vacances. Et quand je suis rentré, donc je suis parti en vacances, j'ai pris un peu ma maman chez moi quelques jours. On a vécu un peu en coloc. Et franchement, c'était pas facile, hein. Il y avait plein de moments douloureux, de la voir se dégrader, de voir les difficultés qu'elle avait dans son quotidien en vivant 24/24 avec elle, c'était pas simple. Et plein de moments super marrants aussi. Je sais pas, elle galérait sur le canapé à se replacer devant la télé. Je la prends par les mains, on fait une valse. On a beaucoup rigolé. Ça a dû te frapper, ça, de voir de tes yeux le fait que dans la journée, c'était compliqué pour elle. Ah ouais, bah c'est sûr que c'est c'est pas simple à gérer. C'était difficile de voir ça et en même temps, je voyais aussi tout ce qu'on était capable de créer comme nouvelles relations, positivité, tendresse avec en passant du temps ensemble. Et en fait, quand je retourne au travail à la rentrée en septembre 2024, je vois que là tout de suite, je reprends un rythme de travail qui fait que je suis moins avec ma maman, je la délaisse un peu. Il y a des choses que je reporte, des choses que je fais moins vite. Je peux passer moins de temps avec elle le soir, les week-ends, je suis épuisé. Et là, je me dis, ok, c'est sûr, là, il faut prendre une pause. Et donc là, je commence à en parler autour de moi et à mes responsables. Et la décision est prise, en fait. Pour moi, à ce moment-là, il faut que je sois là pour l'accompagner dans un moment qui a un changement de vie. Dans ma tête, c'était 9 mois, un peu comme un bébé, c'était mon projet bébé, quoi. Je m'occupe de ma maman pendant 9 mois et on accouche d'un truc nouveau qui va être une nouvelle vie de maladie, de handicap. Et j'ai envie vraiment d'être là pour l'accompagner dans ce changement. Parce que je me dis à ce moment-là que seule, elle sera pas capable, elle n'aura pas les ressources pour dépasser la tristesse, la colère générée par sa propre maladie. Parce que pour elle aussi, c'est très dur de se voir comme ça. Alors vous pensez, ma maman, à ce moment-là du diagnostic, elle a 63 ans. Elle travaillait encore 2 mois avant le diagnostic. Donc tout est allé très très vite pour elle. Elle avait besoin d'avoir ses enfants autour d'elle qui s'occupent d'elle. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives possibles, justement, d'accompagnement pour ta maman, que tu puisses continuer à travailler et qu'il y ait, je sais pas, des aides à domicile, etc. Ou c'était forcément à toi de jouer ce rôle? Il y a des alternatives qui existent. Moi, je suis très transparent. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur l'accompagnement des aidants, mais aussi des personnes malades, hein, parce que on n'aurait pas besoin d'être accompagné en tant qu'aidant si les personnes malades étaient suffisamment accompagnées. Ça dépend des pathologies, ça dépend du niveau de dépendance. Pour ma maman, vu la rapidité de cette maladie, non, franchement, pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'options, quoi. Soit on se contente de quelques minutes d'aide par jour pour la toilette, les tâches quotidiennes, les infirmiers, ça c'est sûr, on les a. Soit on doit la mettre dans un établissement type EHPAD. Pour moi, c'était inconcevable à 64 ans de la mettre en EHPAD. C'était pas possible. Non, les alternatives sont quand même relativement limitées. Et c'est aussi un grand sujet pour moi dont il faut parler. Et puis il faut aussi, enfin, bon, c'est vraiment important de parler de ce sujet-là. En fait, il y a quelque chose qui pourrait régler la situation de beaucoup de personnes. Alors on parle d'une situation très précise, mais c'est les maladies qui sont déclarées après 60 ans comme ma maman. En France, on considère que quand on devient handicapé à cause d'une maladie, si le diagnostic est fait avant 60 ans, on a le droit à ce qu'on appelle une prestation compensatoire de handicap, une PCH, qui couvre une grande partie des besoins liés à la dépendance. Aide humaine, équipement du logement, beaucoup de choses. Quand ça survient après 60 ans, c'est le cas de ma maman, on tombe dans le domaine de l'autonomie due à l'âge et on considère que la dépendance est due à l'âge. Très clairement, pour ma maman, qui est tombée malade à 63 ans, son handicap aujourd'hui n'est pas généré par l'âge du tout, mais par le handicap d'une maladie. Donc cette barrière-là des 60 ans, pour moi, elle fait plus trop sens et elle crée une vraie rupture d'égalité entre les gens qui souffrent d'une même maladie. L'AMS, elle se déclare en général entre 45 et 65 ans. Si on a la chance de tomber malade à 59 ans, on a des aides. Si on tombe malade à 60 ans et un jour, comme c'est le cas pour ma maman, on n'a presque rien. Et ça pourrait changer la vie de beaucoup de personnes malades. Moi, clairement, ça changerait ma vie. Il y a un truc super, c'est qu'il y a une loi qui a été votée l'année dernière à l'unanimité par le Parlement et qui permettrait à certaines maladies neuroévolutives, dont la maladie de Charcot et l'AMS, peut-être, on espère,
de bénéficier de ça après 60 ans. Et on attend toujours un décret d'application, donc on espère que malgré les remue-ménages dans tous les sens côté politique, on puisse vite avoir ce décret d'application pour aider des milliers de familles. C'est une aide de combien d'euros? Ça dépend des situations, mais en tout cas, ça couvre, généralement, ça couvre vraiment les frais qui sont liés à l'autonomie et au maintien à domicile. Donc moi, en tout cas, si on avait plus d'aide, c'est sûr que ça me permettrait... alors je viendrais tout autant voir ma mère, mais c'est juste que je viendrais pas pour faire les courses, pour faire le ménage, pour la changer, lui nettoyer sa douche ou lui faire la toilette. Je viendrais pour jouer aux jeux de société, regarder la téloche, et ce serait quand même bien plus sympa, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter justement, à partir du moment où tu as quitté ton travail, comment ça se passait au quotidien, le lien que vous avez créé aussi pour passer les jours d'après? Ben, ça a été, pour moi, ça a été quand même très cool. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle. C'est pas le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, parmi les aidants, il y a 70% des aidants qui sont salariés. Il y en a 30 qui sont obligés de quitter ou de réduire leur activité professionnelle, comme ça a été mon cas. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire pendant une petite période de temps, qui est le chômage. Pour moi, ça a été, enfin, je vais pas mentir, hein, ça a été un peu une libération quand même. Ça m'a permis d'être là, de pouvoir organiser mon temps comme je le voulais, de pas louper de rendez-vous médicaux, parce que souvent c'est la journée, donc pas demander des jours de télétravail, des jours de congé, puis d'avoir du temps en fait pour me reposer moi, parce qu'il y avait le sujet de ma maman, mais le sujet de fond et la raison qui me pousse à quitter ce travail, c'est parce que moi j'étais épuisé. J'étais épuisé de mener de front ces deux vies-là. Au début, ça m'a un peu perturbé de rien faire, parce que je suis quand même plutôt du genre à faire 12 milliards de trucs tout le temps. Donc les 3 premières semaines ont été un peu perturbantes. J'ai binge-watché sur Netflix, Prime Video, enfin vraiment toutes les plateformes. J'ai regardé absolument toutes les séries qui existaient. Et je me suis pas trop occupé de ma mère. Voilà, comme il fallait, mais pas beaucoup. Et puis petit à petit, j'ai commencé à prendre mon rythme de croisière et ouais, là, ça a changé ma vie. En fait, c'est sûr que quand on travaille pas, c'est beaucoup plus simple de s'organiser. J'ai eu le temps de mettre en place toutes les aides qu'il fallait. Donc maintenant, le matin, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers, et il y a une auxiliaire de vie depuis quelques semaines qui passe le midi pour l'aider à manger. Donc moi, j'ai toutes mes matinées pour faire soit du sport, soit de la création de contenu, soit juste faire une grasse mat. Donc c'est quand même cool quand on est épuisé. Je passe beaucoup d'après-midi avec elle, enfin tous les après-midi avec elle, et puis pas mal de soirées. Donc ça a quand même bien changé mon quotidien, et c'est sûr que ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc c'est aussi beaucoup plus simple d'aborder tous ces enjeux et puis aussi la dégradation de ma maman et tout ce qui se passe dans nos vies un peu plus sereinement et avec le sourire. Rester positif, c'est plus simple quand on est soi-même, pas débordé. Donc ça a bien changé ma vie. Et pour qu'on comprenne un peu ton quotidien justement d'aidant, c'est vrai que beaucoup de gens ne s'imaginent pas ce que ça doit être d'aider un proche, surtout un parent, où on a souvent l'habitude où ce sont eux qui nous aident à grandir, etc. Comment le lien, le rapport à ta maman aussi a changé dans ce fait qu'aujourd'hui tu doives l'aider? Au début, on commence souvent par des tâches qui sont un peu insignifiantes, qui sont plutôt de l'ordre de la vie quotidienne, donc tâches de la vie quotidienne, les courses, le ménage, etc. Et souvent, assez progressivement, ça se transfère vers d'autres tâches qui relèvent plus de l'intime. On passe à la toilette, à des soins. Donc c'est vrai que ça transforme un peu la relation. Je pense que je suis un peu devenu le papa de ma maman, parce que je gère quand même tous les aspects de sa vie. Donc ça, c'est un peu particulier, de trouver sa place de fils. Parfois, moi, je suis en demande de ça. J'aime bien quand elle s'énerve contre moi, parce que je retrouve un peu ma mère, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu particulier. En même temps, ça a créé aussi beaucoup de tendresse, de douceur entre nous, qu'on avait déjà, mais qui s'est forcément renforcé avec tout ce qu'on vit ensemble. Je trouve ça hyper fort, cette expression, je suis un peu devenu le papa de ma maman, parce que c'est une réalité à laquelle peu de gens sont confrontés. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu développes cette idée-là. Ça transforme un peu la relation, ça inverse les rapports. C'est pas toujours évident d'avoir ce renversement-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal à l'aise avec cette idée-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de... Enfin, je trouve pas ça très dérangeant, en fait. C'est juste une autre forme de relation. Et puis, je pense qu'en fait, on passe tous un peu par là. Hein, on dit souvent que tout le monde sera aidant au moins une fois dans sa vie. C'est vrai. On va tous, à un moment de sa vie, aider un conjoint, un enfant peut-être, un parent, un grand-parent. Donc, en fait, on va tous être confrontés à un moment à devenir... le parent de quelqu'un de qui on l'était pas, sauf dans le cas d'un enfant qu'on accompagne.
Donc c'est quelque chose qui est assez normal, qui peut être perturbant au début. Et c'est vrai que parfois, moi, c'est ça, j'ai besoin de retrouver des moments où je me sens juste fils. Donc c'est ces moments-là où ma mère va s'inquiéter pour moi, je sais pas, parce que j'ai eu un petit accident, j'ai eu un petit accident en faisant des travaux, je me suis ouvert un doigt, bah, elle s'est hyper inquiétée, bah, en fait ça m'a fait plaisir. Bon, je vais pas m'ouvrir des doigts non plus toutes les 2 semaines pour ça, mais ça m'a fait plaisir, c'est des moments où on retrouve un peu des relations normales. Mais on s'y fait. C'est un processus qui n'est pas forcément évident. C'est surtout, je pense, sur les questions de l'intime où ça peut être difficile quand on accompagne un de ses parents. Quand on devient aidant, c'est un peu comme le personnel soignant, c'est un peu comme les infirmiers, les aides-soignants. On finit par créer une forme de... Enfin, on a une espèce de bouclier, en fait, on devient un peu hermétique aux bobos, aux trucs un peu pas dégueux, pas reluisants. Enfin, en fait, on, on se protège et finalement, on le voit même plus. Donc... en tout cas, moi, je suis très en paix avec ça, ça me pose aucun souci. Je préfère m'occuper de ma maman comme il faut, et même si c'est des soins de l'ordre de l'hygiène intime, etc., tout en respectant son consentement. Enfin, on en parle et on est d'accord tous les deux, que de la laisser dans une situation qui la met mal à l'aise parce qu'elle veut pas que son fils s'occupe d'elle. Moi, ça me pose pas du tout de problème. Au contraire, en fait, je serais plus triste de la voir inconfortable que de l'aider sur tous les aspects de sa vie. Donc on s'y fait et en fait ça devient même un détail. Franchement moi j'y pense pas du tout. Je pense plutôt à tout ce qu'on a autour et toute la relation qu'on construit parce que oui il y a ce renversement parent-enfant, enfant-parent, mais il y a aussi d'autres choses qu'on n'aurait jamais créées sans cette maladie, sans tout ce qui nous arrive. Alors moi franchement j'avais une trentaine d'années, j'étais dans mon travail, dans ma carrière, avec mes potes, ma vie amoureuse, j'étais vraiment dans mon truc. Ma maman je la voyais une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. On s'appelait beaucoup déjà. C'est presque une chance. Je passe tous les jours avec ma maman. Et donc j'en profite tous les jours. Et on fait plein de trucs géniaux. On voyage, on rit, on se découvre aussi. Donc c'est aussi des belles choses. Toi, tu dis que c'est important justement de l'emmener, faire des voyages, de continuer à vivre le maximum de bons moments. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tous ces beaux voyages que vous avez fait depuis la maladie? Mon premier projet quand j'ai quitté mon boulot, c'était de l'emmener. Je voulais l'emmener en Italie. On est moitié italien dans la famille et on a toute une partie de la famille en Italie qu'on n'a pas vue depuis des années, qu'on n'avait pas vue depuis 20 ans. Et je lui ai dit, on va aller les voir, maman, on va y aller. Elle se disait qu'elle pouvait plus du tout voyager, qu'elle pouvait plus bouger, plus rien faire. Quand on a ce genre de pathologie et qu'on a les idées noires et qu'on se dit que c'est fini, si, moi je pense que le bénéfice de prendre un peu le risque, ouais, il y a peut-être un peu des risques, peut-être qu'il va y avoir une chute, peut-être qu'on va tomber en galère de médicaments. Mais le bonheur que ça procure à son proche, moi, le bonheur que ça a procuré à ma maman, de retrouver sa famille en Italie, de partir avec ses 2 fils, le chien dans le coffre, non pas dans le coffre, le chien sur la banquette arrière, le pauvre. En fait, la joie que ça lui a procuré, mais elle est bien plus intense, bien plus positive, bien plus efficace que tous les médicaments du monde. Donc bien sûr que c'est conseillé. Et pour le coup, nous, c'est son neurologue qui nous a dit, mais partez, partez. Partez, madame, bien sûr, vous pouvez voyager, faites-le, ce sera bien plus efficace pour votre morale que prendre 4 antidépresseurs. Et ça a été le cas. Donc je lui ai fait cette promesse, je lui ai dit on va partir. Et donc on a pris la voiture, on a fait le road trip, alors adapté, j'ai tout adapté, j'ai cherché des hôtels PMR à chaque fois, j'ai regardé s'il y avait des restos pas loin, on pouvait y aller à pied, avec les toilettes au même niveau que le resto, enfin tout ça c'est un peu de préparation, l'organisation pour tous les médocs, j'avais fait un sac de médicaments par jour, donc tout était très très carré, mais une fois que ça s'était passé, on a vécu un moment génial. Donc ça c'était super, on a vu du pays, elle était trop contente. Et elle s'est dit que c'était possible de vivre malgré la maladie. Donc après ça, on a fait d'autres choses. On est parti en week-end, elle et moi, on est allé un peu à Trouville, voir la mer. On est allé en Tunisie pour les fiançailles de mon frère. On a pris l'avion. Ma mère, elle n'avait pas pris l'avion depuis 15 ans. On a pris l'avion avec le fauteuil. Enfin, c'était fou. En fait, elle s'est tellement habituée à ça que maintenant, c'est elle qui me propose des projets. Donc elle m'a dit, je veux partir en croisière. On est parti en croisière et on va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'urgence, c'est de vivre. Et je suis content qu'elle l'ait entendu, qu'elle l'ait compris. Il reste pas beaucoup d'années. Autant les passer de manière jolie et les remplir avec plein de choses positives. Et franchement, quelle que soit la situation, quel que soit le niveau de handicap, même le jour où elle marchera plus, même le jour où elle parlera plus, on peut quand même aller à la mer, on peut quand même aller voir la plage, on peut quand même aller manger au resto. On le fera. J'ai l'impression que toutes ces étapes qui vont arriver, tu les regardes aujourd'hui avec beaucoup d'espoir, beaucoup de... Ça va aller.
Mais ça va aller. Alors, je sais pas si c'est beaucoup d'espoir. Je suis pas naïf pour autant. Mais j'essaie de les regarder avec optimisme. J'essaie de les regarder aussi avec beaucoup de lucidité et de transparence. On n'a pas de problème avec ma mère à parler de la mort, à parler des prochaines étapes de la vie. Moi, je pense que c'est justement s'aveugler, se mettre des œillères et ne pas vouloir voir la maladie qui fait qu'on reste dans cette colère, dans cette étape de colère. On comprend pas pourquoi, on est énervé contre tout. On gagnera jamais la guerre contre cette maladie. On peut gagner des micro-batailles. Et donc moi, je préfère me dire, je sais ce qui va m'arriver, je sais ce qui va arriver à maman, et on l'envisage beaucoup plus sereinement. Le jour où elle peut plus marcher, on a déjà anticipé, on aura un fauteuil électrique, on attend, c'est pareil, on attend un décret le 1er décembre 2025 pour que les fauteuils soient remboursés intégralement, mais on le sait, on prévoit. Le jour où elle peut plus parler, on aura aussi, il y a des associations qui proposent des solutions pour nous accompagner sur des dispositifs pour pouvoir parler, communiquer, même quand on a des difficultés d'élocution. Et ça, on le prévoit et on le sait, et on s'en parle ensemble. Moi, je préfère envisager les choses avant, plutôt que de les découvrir et de se laisser dépasser par les événements. C'est bien... Justement, je pense que c'est pas de la naïveté, c'est juste du réalisme. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va en profiter à fond. Et comme il faut. Tu parlais de l'époque de la période d'acceptation, et notamment du fait que tu avais suivi une thérapie aussi pour accepter les choses. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière ça t'a aidé justement à passer cette étape-là? Juste avant le diagnostic, j'étais à un niveau d'épuisement assez intense. Alors je pensais que c'était uniquement à cause du travail à ce moment-là. J'avais pas encore identifié ma situation d'aidance avec ma mère qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et j'ai commencé à avoir un psy à ce moment-là parce que j'arrivais plus trop à gérer les trucs de ma vie quotidienne. J'avais pris 20 kilos, je faisais plus de sport, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, enfin je faisais beaucoup de trucs qui me faisaient pas du bien. Et en fait très rapidement avec le psy, je commence à comprendre que c'est pas que le travail, que c'est l'inquiétude de la maladie, que c'est cette situation qui me prend de plus en plus de temps avec ma maman. Et donc on a fait tout ce travail pendant des mois et des mois ensemble pour essayer de comprendre pourquoi j'étais en colère, pour essayer de comprendre à qui j'en voulais, pour essayer de trouver aussi en moi les ressources pour pouvoir rester positif dans des moments où ma mère était très négative, complètement abattue. Et à force de travail, semaine après semaine, chèque après chèque, parce que on va quand même dire, il y a mon parcours psy qui existe, mais c'est 12 séances de 30 minutes, c'est très bien. Et ouais, ça a un coût, mais ce coût, moi, il a été très très vite remboursé parce que ça m'a aidé et ça m'a transformé. Je suis parti d'un moment où maintenant j'identifie que j'étais en burn-out. Le burn-out, c'est pas que le travail, c'est une situation d'épuisement total où tous les repères de la vie sont bousculés, et c'était mon cas à la fois pro et perso. J'identifie ça maintenant. Donc je suis passé de ce mec en burn-out qui avait pris 20 kilos à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire aidant, qui est potentiellement en train de retrouver une activité avec la création de contenu et ce que je raconte autour de l'aidance, qui va mieux dans son corps, dans sa vie, qui a réussi à trouver une organisation qui marche, à retrouver le sourire aussi, parce que j'avais complètement perdu le sourire. J'étais incapable de rire avec mes potes, d'avoir une discussion normale. Tout était grave, tout était dur. Donc ouais, moi, le psy, il m'a transformé. C'est le premier conseil que je donne à tous les aidants qui me parlent et qui me contactent sur les réseaux. Souvent, il y a un vrai besoin que les aidants identifient pas forcément eux-mêmes, de décharger, de déposer leur histoire, de parler, parce que les aidants sont tellement invisibles, on est tellement invisibilisés qu'on finit par s'invisibiliser nous-mêmes et invisibiliser nos peines, nos tristesses, nos difficultés. Donc la première chose que je conseille, c'est d'aller parler à un psy. Franchement, parler à un psy, ça change beaucoup de choses. Tu parlais de ta vie amicale et tout à l'heure aussi de ta vie amoureuse. Comment justement ça se passe aujourd'hui, tes échanges avec tes proches sur cette vie que tu mènes, comment ils te soutiennent, etc. Je suis très bien entouré et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être entouré par des personnes géniales dans ma vie. Évidemment, il y a mon frère déjà, qui est quand même le deuxième aidant dans la famille et qui gère différemment de moi. On s'apporte des choses mutuellement. Disons que moi, je vais être très carré dans l'organisation, dans l'anticipation et plutôt dans l'aide technique. Mon frère, il va être plutôt dans le soutien émotionnel, moral, dans le fait de stimuler ma maman avec des activités manuelles, artistiques. Bon, c'est plutôt lui, quoi. Lui faire de la chanson, du dessin. Et en fait, petit à petit, c'est des vases communicants, quoi. Moi, je fais de plus en plus ça comme mon frère, parce que j'ai aussi envie de passer des moments heureux avec ma mère.
Il y a eu les voyages, mais on fait de la céramique, on regarde des films, on va au ciné, on fait des activités. Et lui, de plus en plus, arrive à me décharger sur certaines tâches de la vie quotidienne qui sont parfois un peu lourdes. On bosse bien ensemble, si je peux utiliser le mot bosser. Et puis j'ai mon cercle d'amis à qui j'en ai toujours parlé, qui connaît bien ma maman. C'est mes amis de longue date, c'est la famille choisie, quoi. C'est une deuxième famille. J'ai des amis géniaux qui tous soit sont là pour me prêter une oreille attentive ou venir voir ma mère, faire des trucs avec elle. J'ai une copine masseuse qui masse ma mère, j'ai une copine chanteuse qui chante à ma mère, j'ai une copine qui vient passer les soirées avec elle pour regarder des émissions à la con le soir. Elle passe même plus par moi. Elle appelle ma mère et elle dit je passe avec mon fils et elles se font leur petite soirée tous les deux. Et c'est des moments que je peux prendre moi pour faire autre chose et c'est super agréable. Quand on a dans son entourage quelqu'un qui vit, qui est aidant, qui vit cette situation, on a tendance un peu facilement à dire prends soin de toi quand même, fais attention à toi. Hein. Et toi, tu t'oublies pas. Franchement, c'est vraiment... Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît, c'est vraiment trop relou. On essaye, en fait. On essaye tous de penser à soi, c'est juste que c'est pas possible. Donc, plutôt que de demander pense à toi ou de demander juste si ça va, proposez de l'aide concrète. Moi, c'est ce que font mes amis. Ils me proposent une aide très concrète. Quand ma copine appelle ma mère pour passer la soirée avec elle et me dit reste à la maison, ça, c'est très concret et ça m'aide vraiment. Et là, je peux prendre du temps pour moi. Donc ça, c'est vraiment un conseil super simple. Franchement, venez, faites une course, organisez une sortie, mais organisez-le vous pour votre pote aidant. Ça aide vraiment. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Elle a ses amis qui viennent aussi et ça fait partie du petit groupe de personnes qui aident maman. Ouais, elle a ses amis, elle a ses anciens collègues. Et donc tout ça aussi, c'est hyper important. Au début, maman, elle s'est pas mal renfermée. Parce que c'était difficile pour elle de se voir, de voir son autonomie, sa mobilité, sa parole réduire. Elle avait du mal à montrer ça aux personnes qu'elle aime et qui l'aiment. Et puis, à force de travail et de persuasion, elle a fini par comprendre qu'en fait, c'est la double peine. Elle va pas en plus s'isoler. Donc, ouais, elle voit ses amis, elle voit du monde. Et puis, on crée aussi beaucoup de relations avec tout le personnel soignant qu'on a à la maison. On les connaît, hein, ça fait un peu partie de la famille aussi. Donc en fait, elle est très entourée, maman. Et tu me disais que lors des premiers appels, au début du diagnostic, elle avait du mal à dire que ça allait. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a le ça va plus facile? Elle a le ça va très facile, ça me fait vraiment plaisir. Puis je sens qu'elle est contente aussi de me dire ça va. Même quand ça va pas trop, moi ça me fait plaisir parce que je sens qu'en faisant ça, elle essaye aussi de nous aider, mon frère et moi, à vivre cette situation d'une meilleure manière. Elle fait comme elle peut. En vrai, ma maman, c'est une guerrière, hein, c'est une battante. Parfois, on a tendance à oublier ça. Moi, je déteste ce qu'on appelle les aidants des héros. Je déteste ça, tout le monde les héroïse. Moi, je suis pas du tout un héros. J'ai plein de faiblesses, j'ai plein de trucs qui vont pas. Parfois, je suis chiant. Parfois, je fais pas les choses bien avec maman. Parfois, je me trompe. Je suis pas du tout un héros. Je suis juste un fils qui a envie d'accompagner sa maman au mieux. La héroïne, c'est elle. Ma mère, c'est une héroïne. Ma mère, elle se bat tous les jours dans sa chair contre la maladie, contre cette saleté de maladie en fait qui la dégrade et c'est dur. C'est dur pour elle. Donc ouais, moi maintenant quand on s'appelle, parce qu'on s'appelle même quand je suis pas là ou je viens l'après-midi, mais même le matin quand on s'appelle et qu'elle me dit ça va, moi ça me fait un plaisir de fou. Parce que je sais que c'est un effort pour elle. Avec tout ce qui se passe autour d'elle, ouais, ça va mieux. Je pense qu'elle s'est rendue compte que les belles années que le neurologue lui avait promises, on y arrive, qu'on arrive entre plein de moments difficiles à les entrecouper de plein de moments de joie aussi. Parfois un peu brèves, mais on s'accroche aux moments de joie et ça fait tenir j'espère que quand elle me regardera, elle me dira t'as raison Théo, oui je suis plus heureuse. À quel moment tu t'es dit tout ça, ce quotidien-là avec ma maman, faut que je le raconte sur les réseaux sociaux, ça peut être utile aux gens? C'est un projet qui a un peu émergé dans ma tête juste avant de quitter mon travail. En fait, je me suis senti hyper seul dans cette situation.
Je n'avais aucune référence, aucun exemple de personnes de mon âge qui vivaient des situations comme la mienne. Et j'ai trouvé ça un peu fou en fait. Aujourd'hui sur les réseaux on trouve de tout, on trouve des influenceurs qui vont nous raconter leur vie alors qu'on n'a pas nécessairement envie de l'écouter, on trouve des infos plutôt médicales, on trouve... Enfin, il y a énormément de trucs, mais ce sujet-là, des aidants, on n'en parle pas du tout. Souvent c'est des sujets qui sont portés par des personnes un peu plus âgées que moi, dans des médias plus traditionnels. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue que quand on a 30 ans, on n'ait pas on n'ait pas de référent, d'exemple, si je peux utiliser le mot exemple, d'aidants de notre âge. Et donc j'avais envie d'en parler. Et j'avais envie de parler de tout ce processus que j'ai vécu, le fait de quitter mon boulot, ces questions de l'acceptation, de l'accompagnement psychologique. Peut-être pour donner un peu d'espoir à d'autres aidants qui vivent la situation que j'ai vécue. Parce que vraiment, je suis passé d'une situation bien merdique à une vie aujourd'hui où je me sens plus en paix et un peu mieux. Donc j'ai envie de partager ça pour donner de l'espoir. Et donc j'ai eu envie de documenter. Et puis, pour moi, c'était aussi un peu... c'est aussi un projet thérapeutique. En fait, j'ai mon psy, mais j'ai aussi les réseaux. Je raconte ma vie, je raconte mes tristesses, je raconte mes joies. Donc moi, ça me fait du bien. Ça fait du bien à ma mère aussi, parce qu'elle se sent utile. Au-delà de la maladie, elle se dit, mais j'ai un message à faire porter. En montrant notre quotidien, je pense qu'elle donne aussi beaucoup d'espoir à d'autres personnes qui ont sa maladie, qu'on connaît pas du tout. Personne ne parle de l'AMS. Aujourd'hui, je reçois des dizaines, des centaines de messages de personnes qui vivent avec l'AMS ou d'aidants de proches qui vivent avec l'AMS. Et ça leur fait du bien. Donc ça donne aussi un rôle un peu dans tout ça, cette maladie. Et donc ça fait du bien à maman, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien à mon frère aussi. En fait, on sent que au-delà de cette situation difficile qu'on vit, on a notre petit rôle à nous qui peut aider quelques personnes et ça fait du bien. Donc j'ai commencé à documenter un peu toute notre vie à partir du moment où j'ai arrêté de bosser. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, lance-toi là, vas-y, fais une vidéo, poste. Et j'ai été assez étonné de voir que ça a plu. En fait, c'est assez fou. Je suis à la fois très heureux et très triste que mes réseaux sociaux fonctionnent. Heureux parce que c'est dingue, ça fait... Enfin, en vrai, c'est fou de recevoir tout ce soutien et puis de se sentir utile, de sentir qu'on fait du bien aux gens, c'est vraiment dingue. Moi, je suis super reconnaissant de tout ce que m'apportent toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui me suivent. Enfin, c'est vraiment génial. Puis ça m'ouvre aussi plein de perspectives pour mon avenir qui sont rassurantes. J'ai l'impression que je peux parler d'un sujet qui est utile et potentiellement en faire aussi demain une activité qui me permet de vivre sereinement avec ma maman, de continuer de m'occuper d'elle et d'avoir une vraie utilité publique, si je puis dire. Et je suis aussi triste parce que le fait que ça marche aussi bien, aussi vite, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont en souffrance et qui ont besoin aujourd'hui d'avoir des personnes auxquelles ils peuvent s'identifier. Le nombre de messages que je reçois d'aidants en souffrance, qui savent pas à qui parler, qui savent pas à qui s'adresser pour les aides, qui se sentent seuls en fait simplement dans ces épreuves de la vie, moi ça me rend extrêmement triste et ça me fait me dire que c'est un combat qui ne fait que commencer. Ça fait 15 ans qu'on parle des aidants. Malheureusement, même si on connaît mieux ce mot, même si les aidants parlent de plus en plus d'eux-mêmes en tant qu'aidants, il y a quand même un vrai déficit d'accompagnement des malades et donc des aidants. Donc c'est un combat que je compte bien continuer parce que c'est vraiment nécessaire. Les étapes de ce combat, c'est une meilleure prise en charge des personnes malades, un meilleur accompagnement des aidants. Oui, il y a plein de choses. Pour moi, il y a 2 grandes briques. Il y a un meilleur accompagnement des malades avec des aides qui correspondent réellement à leurs besoins. C'est ce que je disais tout à l'heure pour ma maman. Dans le cas de ma mère, ce serait par exemple l'accès à une PCH, une prestation compensatoire de handicap, qui puisse réellement couvrir tous ses besoins, d'équipement du logement, d'aide à domicile, pour pouvoir nous décharger un peu nous. Est-ce qu'il y a d'autres combats que celui que tu as cité précédemment? Pour les malades ? Pour les malades, pour les aidants. Et la deuxième brique, c'est pour les aidants, effectivement. En fait, il y a plein de choses, on pourrait en parler pendant des heures, mais pour les aidants, il y a plein de combats. Déjà, il y a la visibilité. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes réseaux sociaux, c'est les rendre visibles. Parce que c'est une personne sur 5 en France, on sera tous aidants dans notre vie, et pourtant on en parle très peu. Donc il y a déjà ce combat-là de la visibilité, juste dire qu'on existe et se sentir compris, inclus, entendu. Il y a un autre combat qui est celui d'un vrai accompagnement et d'une simplification de toutes les démarches pour les aidants.
En fait, ce qui complexifie la chose, cette charge mentale dont on parle, la charge mentale des aidants, elle est surtout due à la complexité administrative de tout ce qu'on a en France. Aujourd'hui, quand on veut faire un dossier administratif pour recevoir une aide, ça nous prend des jours, déjà pour le constituer, déjà pour trouver à qui on doit s'adresser, pour trouver le mail, pour savoir quelle autorité, est-ce que c'est le département, la région, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est national. En fait, c'est vertigineux. On n'est absolument pas aidé sur ces démarches-là. Il y a un autre enjeu qui est la reconnaissance des aidants par le personnel médical. Moi, je regrette qu'au moment où on a diagnostiqué la maladie de ma mère, on ne m'ait pas pris dans une salle en me disant écoutez, monsieur, là, vous allez être aidant, en fait. Vous savez ce que ça veut dire? Ce que je vous propose, c'est d'aller voir un tel ou un tel, d'aller voir telle administration et ils vont vous accompagner. On ne fait pas ça aujourd'hui. Ça fait partie des plans nationaux pour accompagner les aidants, mais la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, on est lâché dans la nature. Donc ça, c'est un autre sujet. Et après, il y a toute la dimension accompagnement, soutien moral, avec l'ouverture de séances de psychologie pour les aidants. Ça, ce serait quand même un grand pas. La question des bilans de santé, parce qu'il y a beaucoup d'aidants qui négligent leur propre santé, qui font des reports de soins pour eux-mêmes parce qu'ils privilégient les soins de la personne aidée. Donc on pourrait créer un bilan de santé annuel pour tous les aidants, automatique, obligatoire. Et puis il y a la question de l'accompagnement financier. Comment on fait quand on quitte son emploi, comme moi, et qu'on n'a plus de chômage? Moi, j'ai la chance, là, potentiellement, de pouvoir créer quelque chose autour de ces sujets et d'en faire une activité. J'espère que ça va arriver. Il y a des personnes qui se retrouvent dans une précarité qu'on n'imagine même pas, en fait. Le proche aidé lui-même est précarisé par le manque d'aide. Et en plus de ça, l'aidant doit soit réduire, soit arrêter son travail pour s'occuper de son proche, sans aide, ou très 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 faible. Ça, c'est un vrai sujet. Comment on accompagne financièrement les aidants et les aider pour pouvoir vivre sereinement de la dépendance, un handicap ou une fin de vie, sans nécessairement passer par la case EHPAD. C'est des gros sujets, c'est des enjeux de santé publique, et pour moi, c'est vraiment nécessaire qu'on en parle. Quand je t'écoute et quand je regarde tes vidéos sur les réseaux sociaux, je vois que finalement, ta plus grande force et ce qui t'aide le plus à vivre cette vie d'aidant, c'est l'amour que tu portes à ta maman. On dit souvent que être aidant, c'est être aimant. Il y a un truc que j'adore, quand on tape aidant, alors plus maintenant parce que j'écris beaucoup aidant sur mon téléphone, mais quand on n'a jamais écrit aidant de sa vie sur son téléphone, si on tape aidant, souvent le correcteur automatique le transforme en aimant. Et je trouve ça super joli, il y a des jolis hasards. Être aidant, aider quelqu'un, c'est l'aimer. On fait tout ça parce que parfois on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, ou que les alternatives ne sont pas satisfaisantes, mais on le fait aussi par amour. Donc j'ai aussi conscience que c'est parfois peut-être plus difficile quand on n'a pas cette relation que j'avais déjà avec ma maman. On a une très bonne relation. Parfois ça peut être un peu compliqué de s'occuper d'un proche avec qui on a eu des difficultés, avec un parent qui a été violent ou qui n'a pas été là. C'est pas simple. En tout cas, nous, dans notre cas, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et c'est mutuel. Moi, toute cette expérience de vie, c'est quelque chose que j'emporterai, que je garderai avec moi tout au long de ma vie. Je donne, mais je reçois énormément d'amour aussi, et je ne regrette pour rien au monde ce choix que j'ai fait de m'occuper de ma mère. Merci beaucoup. Merci.